L'histoire que je vais vous raconter repose sur un paradoxe. Le livre qui a rendu Ferdinand de Saussure mondialement célèbre et qui fait qu'on en parle encore, le cours de linguistique générale n'a jamais été rédigé par Ferdinand de Saussure. Probablement qu'il ne l'aurait jamais rédigé, même s'il avait vécu plus longtemps. Vous savez qu'il est mort prématurément à l'âge de 55 ans. En fait, ce sont ses étudiants qui ont réuni les notes prises lors des 3 cours de linguistique générale qu'il a donnés et qui en ont fait un livre. En 1906, Ferdinand de Saussure, qui enseignait déjà à l'université de Genève, se voit confier un cours qu'il n'avait pas vraiment envie de donner, le cours de linguistique générale. Il en profite pour développer des idées qui l'occupaient depuis très longtemps. En 1894, déjà, il écrivait à un ami. Sans cesse l'inertie absolue de la terminologie courante, la nécessité de la réformer et de montrer pour cela quelle espèce d'objet est la langue en général, vient gâter mon plaisir historique, quoique je n'ai pas de plus cher vœu que de n'avoir pas à m'occuper de la langue en général. Cela finira malgré moi par un livre où, sans enthousiasme ni passion, j'expliquerai pourquoi il n'y a pas un seul terme employé en linguistique auquel j'accorde un sens quelconque. Et ce n'est qu'après cela, je l'avoue, que je pourrai reprendre mon travail au point où je l'avais laissé. Il donne donc 3 cours. Le premier au cours de l'année académique 1906-1907, mais en fait c'est au printemps 1907, un autre en 1908, et enfin le troisième en 1910-1911. Et après ça, Saussure n'enseigne pas en 1912 et il meurt en début 1913. Ces élèves, ayant vraiment eu conscience qu'ils avaient assisté à quelque chose d'extraordinaire, un savoir élaboré devant leurs yeux, mais dont ils savaient ou ils pensaient que Saussure ne l'avait pas rédigé, pensent qu'il faut absolument publier ce à quoi ils avaient assisté. Alors, ils avaient leurs notes, ils ne savaient pas si Saussure avait des notes, chez lui, mais ils savaient que leurs notes étaient de bonne qualité, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de polycopier. Et la plupart du temps, on ne passait pas ses examens sur le contenu d'un livre, mais sur les notes que l'on avait prises lors d'un cours. Et c'est même très intéressant parce que les cahiers d'étudiants attestent du fait que ceux-ci, pour être sûrs qu'ils avaient noté l'essentiel, comparaient leur prise de notes entre eux et rajoutaient ou biffaient, corrigeaient pour avoir tous à peu près la même version. Ces étudiants, emmenés par Léopold Gautier, vont voir la veuve de Ferdinand de Saussure, Marie. Ils lui font part de leur désir et celle-ci se réjouit de voir que le travail de son mari va être valorisé, mais elle s'inquiète aussi. Et maintenant, plusieurs de ses élèves m'ont demandé s'il n'y aurait pas dans ces notes quelque chose à publier. Ce serait naturellement chose à voir et à laquelle je ne voudrais pas m'opposer d'emblée. Mais, cher monsieur, vous avez assez connu mon mari pour savoir avec quelle scrupuleuse conscience il abordait chaque question, et j'ai l'impression qu'il faudrait en tout cas ne rien publier trop vite, car je ne voudrais rien faire qu'il n'eût pas approuvé. Il s'agit bel et bien d'un héritage, et il convient de savoir qui va le recueillir et le faire fructifier. Pour finir, ce sont 2 jeunes collègues de Ferdinand de Saussure, Charles Bailly et Albert Séchet. Ils recueillent les cahiers des étudiants qui ont assisté à l'un ou l'autre des 3 cours et ils se mettent au travail. Qu'allions-nous faire de ces matériaux? Un premier travail critique s'imposait. Pour chaque cours et pour chaque détail du cours, il fallait, en comparant toutes les versions, arriver jusqu'à la pensée dont nous n'avions que des échos, parfois discordants. Fallait-il publier un seul des 3 cours, mais alors dans ce cas, lequel? Fallait-il donner à l'ouvrage le caractère d'un livre suivi ou préserver le caractère oral de l'enseignement donné? Finalement, les éditeurs se sont arrêtés à une solution qu'ils qualifient de hardie, mais aussi de rationnelle. Nous nous sommes arrêtés à une solution plus hardie, mais aussi, croyons-nous, plus rationnelle. Tenter une reconstitution, une synthèse sur la base du 3e cours, en utilisant tous les matériaux dont nous disposions, y compris les notes personnelles de Ferdinand de Saussure. Dès le départ, les éditeurs étaient bien conscients que leur travail risquait de prêter le flanc à la critique et c'est ce qui se produisit effectivement.
D'une part parce que l'ordre retenu n'était pas forcément très heureux, et d'autre part parce que le livre présente la pensée de Saussure de façon très unitaire, alors qu'elle a beaucoup fluctué au cours des années pendant lesquelles il a donné ce cours. Bref, il fallait faire quelque chose. Le premier qui agit et qui ne se contenta pas de critiquer fut Robert Godel. Robert Godel consacra sa thèse aux sources manuscrites du cours de linguistique générale qu'il publia en 1957. Il s'agissait donc d'abord de reconstituer le travail des éditeurs en retrouvant la source précise de chaque chapitre, paragraphe ou alinéa du texte imprimé, puis d'étudier pour lui-même l'ensemble des manuscrits et d'y relever le cas échéant les variations de la pensée et de l'expression. Dans le public qui assistait à la soutenance de thèse de Robert Godel se trouvait un ancien élève de Ferdinand de Saussure, Émile Constantin. Celui-ci, par méfiance ou je ne sais pas pour quelle raison, n'avait pas donné ses notes à Baïse et Séchet. Mais lorsqu'il découvrit le travail que Godel avait fait, il décida de les lui donner parce qu'il avait beaucoup apprécié son approche. Et cela va changer considérablement la lecture que l'on fera du CLG. L'histoire ne s'arrête pas là. Elle se poursuit avec un linguiste suisse, Rudolf Engler, qui était bernois. Celui-ci entreprit de faire une présentation qui permette de confronter le texte du CLG, du cours de linguistique générale, aux sources manuscrites. Avant l'époque du traitement de texte et des fichiers, donc avec des petites fiches en papier, il conçut une présentation synoptique qui permette de tout voir d'un coup. Dans le CLG, prenons le passage en bas de la page 278 qui dit « Dans les conditions idéales », il se retrouve dans la première colonne avec le numéro 2990. Dans les 3 colonnes suivantes, nous avons des notes des étudiants qui ont permis sa rédaction. Vous voyez dans la colonne du centre, l'étudiant n'avait pas écrit grand-chose. Dans la 5e colonne, on a les notes de Constantin qui sont les mieux rédigées. Dans la dernière colonne enfin, on a des notes de Saussure et un croquis. Comme le dit Rudolf Engler, cette édition critique est la synthèse et non l'antithèse du cours de linguistique générale et de ses sources. Enfin, dernier avatar dans la publication du cours de linguistique générale, c'est l'édition critique qu'a préparée Tullio De Mauro, un linguiste italien. Il a fourni un nombre considérable de notes qui nous sont très utiles parce que soit elles expliquent des passages un peu obscurs du texte, soit elles nous donnent des indications sur des références antérieures ou contemporaines à Saussure, soit elles nous expliquent le devenir de certains des passages de Saussure. Cette édition, c'est celle qu'on utilise encore de nos jours, mais bien évidemment, les notes ont été traduites en français et ajoutées au texte de linguistique, du cours de linguistique générale que l'on connaît maintenant. Le cours de linguistique générale a été traduit dans un très grand nombre de langues et Saussure est toujours connu. Il m'arrive de rencontrer beaucoup de savants étrangers qui viennent à Genève comme dans une sorte de pèlerinage. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. De nos jours, les chercheurs, pour mieux comprendre ce qu'a dit Ferdinand de Saussure et pour mieux saisir la portée de sa pensée, en reviennent à ces manuscrits, que ce soit les manuscrits des notes des étudiants ou que ce soit les manuscrits de la main de Saussure lui-même. Et donc, nous continuons notre recherche, cette pensée qui n'a pas encore livré tous ses secrets.